يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous être fidèles. On se retrouve encore pour un nouveau numéro de Stade 24. Eh bien aujourd'hui, l'événement consacré à l'USMA d'Alger, ça y est, c'est fait. Ils sont en finale, deuxième finale d'une compétition africaine après 2015. L'adversaire, Young Africans de Tanzanie, qui atteint également pour la première fois de son histoire ce stade de la compétition. Le Sénégal passe de 5, les Sénégalais sur le toit de l'Afrique. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations des U17. Et puis on parlera de Champions League africaine bis repetita. Al-Ahli, toujours présent face aux détenteurs du trophée, le Wydad de Casablanca, troisième finale entre ces deux formations. Mahrez marque encore plus l'histoire de Manchester City avec un 5e titre. Eh bien oui, pour Riyad Mahrez qui bat le record de Didier Drogba, c'est le premier Africain à engranger 5 titres en Première Ligue. Et puis des hauts et des bas consacrés aujourd'hui au racisme avec ce qu'a vécu Vinicius Junior, je le rappelle avec le Real de Madrid qui jouait à Valence. Notre invité aujourd'hui, Farid Zemliti, entraîneur, je rappelle, en compagnie de Abdelhak Benchicha, vous faites partie du staff technique de l'USMA d'Alger. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Merci à vous pour l'invitation. Vous avez eu une semaine chargée parce qu'il y a eu ce match mercredi dernier, il y a eu le match hier contre le Parado Athletic Club que vous avez perdu à la toute dernière minute et vous devez vous projeter également sur cette finale de la Champions League. Oui, c'est fait, ça y est, c'est fait. Hein. On est en plein dedans hein, depuis aujourd'hui, donc on se prépare. Vous partez jeudi. On part jeudi, Inch'Allah. En Tanzanie. Comment on gère une telle semaine? Parce que c'est quasiment, ça reste serré, un emploi du temps très serré. Sur quel plan? Comment vous arrivez à gérer les matchs tous les 3 jours, sortir d'une compétition, aller sur une autre compétition? Vous avez des matchs en retard, vous jouez également. C'est bien, c'est vrai que c'est cette adrénaline qu'on adore dans le foot, c'est ce stress, ou disons cette pression. Oui, la gestion, il le faut parce qu'on joue des matchs à répétition, donc il faut impérativement faire tourner, donc le turnover, et on est dans l'obligation parce qu'on ne peut pas faire jouer une seule équipe parce qu'il y a toujours des blessés. Il y a la saturation, il y a des matchs à répétition, il y a des blessés. Donc, tout ça fait qu'on est dans l'obligation de faire tourner et de gérer l'effectif. Gestion de l'effectif, mais également cette défaite contre le Paradou, est-ce qu'elle ne contrarie pas vos plans? Non. Avant une finale? Non, c'est vrai qu'on voulait... À la toute dernière minute, ça fait toujours mal de perdre à la toute dernière minute. Tout à fait, ça fait mal. Mais on a tourné la page. Il y a eu même un communiqué du club, pointant du doigt l'arbitre de la rencontre. Oui, donc ça, c'est la direction qui a fait le point sur cet arbitre. Bon. Mais nous, maintenant, on est en plein dedans. On se prépare dans la sérénité, dans le calme total, parce qu'on a un match très important le 28. Très bien. On va revenir sur cette qualification face à l'ASEC Mimosa. C'est un sujet signé Sid Ahmed Redis. Après un premier match à Bouaké en Côte d'Ivoire, qui s'est soldé par un nul, écrire l'histoire au stade du 5 juillet en feu et plein à craquer, tel était l'enjeu de l'USMA d'Alger pour cette demi-finale retour de la Coupe de la CAF face à l'ASEC Mimosa. Pour la première fois depuis sa création, le club a réussi à décrocher sa qualification pour la grande finale de cette compétition. Les protégés de Benchicha ont montré leurs intentions dès l'entame du match et se sont procuré les meilleures occasions durant cette première mi-temps. Suite à un mauvais renvoi de la défense ivoirienne, Radouani, déjà buteur au tour précédent, se retrouve seul dans la surface mais son tir passe juste au-dessus. L'ouverture du score viendra par le petit lutin Bousseliou qui se débarrasse de son vis-à-vis d'un joli geste technique et qui du plat du pied va mettre le ballon dans le petit filet, délivrant les 65 000 supporters rouges et noirs. Les Usmistes ne vont pas se contenter de ce but et veulent faire le break. Mahious, d'une tête croisée, a failli tromper le gardien qui détourne d'une belle parade. Les occasions se multiplient mais toujours pas de second but. L'arbitre envoie les deux équipes au vestiaire sur ce score d'1-0. En début de seconde période, grosse frayeur, on a failli assister à un but contre son camp. Bonnebaut dégage le ballon qui rebondit sur l'ossif et va sortir à quelques centimètres du poteau. Les Algérois vont ensuite reprendre le dessus et la maîtrise du ballon se montrant plus menaçant.
À 10 minutes de la fin, le nouvel entrant Belkacmi, bien inspiré et d'un superbe lob, vient inscrire le second but et libérer tout un stade. Ce dernier aurait même pu signer un doublé en fin de match. Son tir est sauvé sur la ligne par un défenseur ivoirien. C'est sur ce score de 2-0, synonyme de qualification, que l'arbitre sifflera la fin du match. Dans une ambiance des grands soirs, une joie immense chez les joueurs et les supporters qui ne rêvent que de cette étoile africaine. Les Usmistes ont rendez-vous avec l'histoire et vont rejoindre le club tanzanien des Young Africans en finale. Un premier match en Tanzanie le 28 mai, avant l'ultime face-à-face le 3 juin prochain à Alger, ce qui promet une ambiance folle et la Coupe continentale tant attendue. L'ambiance, elle y était au stade du 5 juillet, puisqu'on l'a vu, les supporters de l'USMA d'Alger, et tous les d'Alger sont venus assister et pousser l'USMA d'Alger face à la SEC Mimosa. Vous vous êtes fait quelques frayeurs durant ce match. Ah ben oui, bien sûr. Dans la mesure où on a débuté le match 0-0, donc on était dans l'obligation de... Parce qu'il ne fallait pas que la SEC marque. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc on était obligé dès l'entame, de presser, de partir haut. On l'a fait. Et ben, par la suite, c'est vrai qu'à la 28e minute, on marque un but, ce qui nous a un peu soulagés. Mais quand même... But signé Bousseliou. Bousseliou, vraiment, c'est le... Aujourd'hui, il revient à son meilleur niveau. Ouais, après, l'année dernière, il avait très mal la saison. Il n'avait pas fait une superbe saison avec le CRB. Il a été libéré par le CRB au profit de l'USMA d'Alger, où il a rejoint l'USMA d'Alger. Et là, on voit qu'il est en train de revivre à l'USMA. Oui, c'était un charmant garçon. C'était un joueur très fin. Je parle de ses qualités footballistiques. Oui, c'est un joueur très fin sur le plan technique, tactique. Il est très bon dans le 1 contre 1. Donc, c'est un joueur On a vu, il a fait la différence. C'est clair. Il peut ramener un plus dans ces matchs-là qui nous restent. Belkacmi également, qui revient, qui retrouve le chemin des buts. Belkacmi aussi un bon joueur, un bon attaquant. Il était à Béjaïa, il était au CSC, il a rejoint l'USMA d'Alger, mais il alterne des moments forts et il a des creux comme ça dans la saison. Et là, il revient au bon moment. Il revient, le coach le fait rentrer, il marque au bon moment, ça l'encourage, ça le met... donc il revient, il est à chaque fois maintenant, il est en forme, il veut répéter ça. On a besoin de lui parce que c'est un bon attaquant. Voilà. Mozienne, dans quel état il est, Mozienne? Mozienne, il avait une petite blessure, mais ça va, il est pris en charge par le staff. Est-ce qu'il sera présent pour la finale? Allez, espérons-le. Donc, que dit le staff médical? Il travaille, il est sous la coupe du staff médical. Donc, espérons qu'il sera prêt d'ici le 28, Inch'Allah. Vous vous déplacez jeudi à Dar es Salaam pour affronter Young Africans, qui est une équipe composée de 14 étrangers. Young Africans, que l'USMA d'Alger a fait affronter en 2018. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre contexte. Vous les aviez battus 4-1 à Alger, 2-1 défaite à Dar es Salaam. Mais aujourd'hui, on a vu sur le parcours de Young Africans qui a fait un super parcours. Tout d'abord, et on a vu un peu cette fragilité. Moi, je vous ai senti fragile contre la SEC Mimosa. Au match aller, je dis bien au match aller. Beaucoup de difficultés, notamment en deuxième mi-temps. Vous avez reçu ici, vous avez parlé de chaleur, de difficultés dans le déplacement. Physiquement, l'équipe n'était pas au mieux. Ce match, allez, comment vous l'abordez? D'abord, l'entraîneur en chef, Abdelhak Benchikha, dit « Moi, j'ai tout un dossier sur Young Africans. » Voilà, déjà, s'ils sont là, ce n'est pas par hasard. Entraîneur tunisien. Entraîneur tunisien, donc ils ont un bon groupe, des individualités. C'est une équipe qui domine. Ils ont battu Galant en Afrique du Sud. C'est une équipe qui domine le championnat en Tanzanie. Donc, ce n'est pas par hasard qu'ils sont là. Mais aussi... D'accord, il n'y a pas de hasard. Mais moi, je voudrais revenir, parlons football. Cette équipe, vous l'avez vue. Je ne vais pas vous demander de dévoiler aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez me dévoiler, ça, je le sais très bien. Mais il faut reconnaître, c'est qu'une équipe qui va être dure à jouer. Beaucoup pensent que ça reste sur le résultat de 2018. Aujourd'hui, c'est une autre équipe. Non, c'est un autre match. C'est un autre match. Ils ont des individualités. On a commencé à les voir sur la vidéo. Donc on va encore les revoir parce qu'il faut visionner à chaque fois. Et à partir de là, on va mettre en place un dispositif pour espérer revenir avec un bon résultat. Moi, je vous ai vu à l'extérieur, vous jouez bloc bas. Généralement, vous préférez laisser venir l'adversaire.
Vous ne voulez pas vous hasarder? C'est une stratégie de ne pas encaisser de but à l'extérieur? Pas un bloc bas, non, parce que... Le dernier match, vous êtes resté vraiment en bas. En deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, vous êtes resté... C'était en deuxième mi-temps, pas en première mi-temps. On ne prend pas de risque de rester bas, parce que c'est difficile, la moindre occasion, elle est dedans, parce qu'on est tout près. Je suis resté sur la deuxième. Hein. Oui. Donc, mais lorsqu'il le faut... Et les enchaînements, on n'a pas vu d'enchaînement lors du dernier match. Mais c'est pas... À l'extérieur. Mais c'est pas aussi interdit de faire un bon match défensivement. Ça, je le dis, je le redis, c'est comme ça. C'est pour ça que je pose la question. Voilà, donc on tient bien derrière, c'est bien. La preuve, c'est qu'on est revenu avec un bon résultat de la SEC Abidjan. Donc, c'est pas une mise... C'est pas tactiquement qu'on demande aux joueurs de rester derrière, d'attendre pour faire partir après par des comptes. Non, c'est pas comment dirais-je, le coach ne veut pas ça, ne veut pas les schémas, ça dit rester derrière et attendre et partir. Non, on est parti en bloc médian. Peut-être jouer sur la transition, défense-attaque, capacité de se projeter rapidement. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est-à-dire on n'a pas de joueur à perte pour faire cette transition-là. Donc, on a un joueur en attaque placée. Justement, en attaque placée, vous n'y étiez pas lors du dernier match. À l'extérieur, je dis bien. On n'était pas en deuxième mi-temps parce qu'on ne voulait pas encaisser le but. Voilà. Donc, on a reculé pour bien protéger nos buts. Voilà, notre but. Voilà. Parce que, pourquoi les journalistes, vous avez dû entendre ça 1 million de fois, 0-0, score piège. Ils l'ont dit, vous savez pourquoi? On sait qu'il faut marquer. Mais il y a cette hantise, parce que la Confédération africaine de football, contrairement à l'Union européenne de football, le but à l'extérieur en cas d'égalité compte double. Donc c'est pour ça qu'on dit que 0-0, c'est un score piège. Il vaut toujours mieux marquer à l'extérieur. Non, il faut marquer, mais il ne faut pas encaisser. Parce qu'encaisser, ça devient dur, ça devient difficile. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on est passé et c'est ça le plus important. Vos joueurs, est-ce qu'aujourd'hui ils arrivent à faire le distinguo? Ils arrivent à se concentrer sur le championnat, à laisser la Coupe de la CAF de côté, ou bien vous dites leur esprit, ils sont pris par cette Coupe de la CAF? Non, on ne joue pas une finale à chaque moment. Dans l'histoire de l'USMA d'Alger, c'est la deuxième. Donc 2015, vous avez perdu contre le tout-puissant Mazembe. Ouais, c'est une finale. C'est des jeunes. Ils sont motivés. Ils veulent écrire l'histoire. Donc c'est comme ça. C'est humain. C'est humain, maman. C'est humain. Donc nous, on est là. On les oriente. On est derrière. Espérons, Inch'Allah, qu'on sera à la hauteur dès le 28, Inch'Allah. On va quitter l'USMA d'Alger parce qu'il y a eu également, il y a quelques instants, le tirage au sort de la Coupe d'Algérie. Vous savez que on est au stade des demi-finales et on connaît le tableau des demi-finales. Nous avons Magra qui affrontera le Chebab Riadi de Belouizdad. En principe, la demi-finale se jouera à Constantine, puisque le stade, je le rappelle, doit avoir une certaine capacité, doit être homologué pour cette compétition, d'autant plus qu'il faudra la VAR, la vidéo-assistance, sur l'introduction de la vidéo-assistance. Et la JS Saoura accueillera la SO Schleuf. Première réaction avec nous, eh bien, un des gardiens, une légende du CRB, Mohamed Abrouk. Mohamed Abrouk, bonsoir. Ah, il nous a quitté, Mohamed Abrouk. On m'avait dit qu'il était avec nous. Bon, je rappelle, il fait partie de la direction également du CRB. Je pense qu'on va le retrouver dans quelques instants pour les premières réactions à chaud. La Coupe d'Algérie, je rappelle, l'USMA d'Alger a été éliminé de cette compétition. Les joueurs aujourd'hui, on revient à la concentration, à la préparation du match. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce qu'ils ne sont pas plutôt pris par la Coupe de la CAF en disant, bon, le championnat, on verra après? Non, on fait à chaque fois... Vous arrivez? Oui, bien sûr, qu'on arrive, parce que déjà, il faut qu'on récupère... Je peux vous interrompre? Il est avec nous, Mohamed Abrouk. On ne va pas le laisser attendre. Mohamed Abrouk, bonsoir. Bonsoir, Mohamed Abrouk. Il y a un problème de liaison. Ah, j'espère qu'il nous reçoit. Mohamed Abrouk, encore une fois, bonsoir. Bon, je pense qu'on n'arrive pas à la voir. On va essayer d'améliorer la liaison. Dès qu'on l'aura, dès qu'il nous entendra, il pourra intervenir. Donc je reviens vers vous. Vous dites, les joueurs à faire le distinguo, ils font le distinguo entre les deux? C'est clair, bien sûr. Ça, c'est... Parce qu'ils peuvent entrer dans l'histoire. Bien sûr. Et ils vont écrire l'histoire, leur histoire et l'histoire du club. Ah oui, en étant les premiers.
Arriver en finale de la Coupe de la CAF, c'est pas chaque fois. Donc, ils sont là, ils sont pressés pour commencer déjà la première finale. Et, sincèrement, tout le monde est conscient de cette place qui va être très chère pour nous. Donc, la Coupe n'est pas. C'est pas à chaque fois, Mamar, qu'on gagne une coupe. Ça, c'est sûr, c'est pas chaque fois, c'est pas tous les jours qu'on dispute. Il faut s'appeler le Ahli, voilà. Il faut s'appeler pour être tout le temps en finale. Il est avec nous, Mohamed Abrouk. Cette fois-ci, on me dit que c'est la bonne. Mohamed Abrouk, bonsoir. Bonsoir, Mamar. Merci d'être avec nous en direct. Première réaction, le CRB jouera Magra en demi-finale de la Coupe d'Algérie avec un déplacement en principe à Constantine. Vous confirmez, ça jouera à Constantine? Non, pas encore. Aucune confirmation pour le moment. Aucune confirmation, d'accord. Je me suis avancé un peu trop rapidement. Il y a une discussion avec la fédération. Oui. Concernant le match de Magra, en ce qui concerne cette Coupe d'Algérie, le CRB n'est pas d'accord à ce que ça se joue à Magra devant 3000 spectateurs, alors que nous avons à peu près dans les 15 à 20 000 spectateurs. Mais il y a également la VAR, il y a l'introduction de la vidéo-assistance. Ça n'a rien à voir avec la VAR. Là, je vous pose la question. Demain, ils le mettent là-bas. Il y a des commodités. Les commodités à Magra ne remplissent pas les conditions. Très bien. Alors, comment... Donc, j'ai eu un entretien avec les gars de la fédération. Oui. Pour trouver une solution concernant même les deux clubs. Pour trouver une solution qu'on joue sur un terrain neutre. Dans un terrain neutre. Très bien, moi je voudrais rester avec vous également. Première réaction, le tirage, pour vous c'est un bon tirage pour le CRB ou qu'est-ce que vous dites? Parce que Magra, je rappelle, avait... On aurait souhaité jouer à Alger, malheureusement, comme on doit jouer 2 fois à Magra, ça va être difficile pour nous. Je rappelle que Magra avait éliminé le CRB en Coupe de la Ligue. Exactement. Au stade du 5 juillet. Donc, voilà. Maman, vous m'écoutez? Oui, on vous reçoit, on vous écoute. Habituellement, les Coupes d'Algérie, dans les demi-finales, les terrains qui dépassent les 3000 ou les 5000 spectateurs ne sont pas homologués. Et hier, la fédération a pris une décision. Alors qu'ils vont jouer là-bas. Et le CRB, moi je leur ai dit de trouver une solution pour jouer Très bien, revenons. Soit Sétif, soit Constantine. Très bien, soit Sétif, soit Constantine. Restons football, parlons football. Justement, vous allez jouer Magra menacé de relégation. Qu'est-ce que vous dites au moment où le CRB n'est pas au mieux sur les derniers résultats? Le CRB traverse une mauvaise période sur le plan physique. Les joueurs sont saturés. L'entraîneur est au courant. Donc, ils sont obligés de jouer. C'est ça le problème. Les matchs de retard, ils nous ont tués. Donc, pour vous, c'est un problème physique. Eh bien, merci Mohamed Abrouk. Merci d'avoir été avec nous. Ça, c'est une première réaction au tirage au sort de la Coupe d'Algérie. Je rappelle que la JS Saoura sera opposée à l'ASO Chlef. Ça se jouera samedi prochain. Pour rester avec la Coupe de la Confédération africaine de football, vous savez que vous êtes porté par tout un peuple, tout le monde aujourd'hui, derrière l'USMA d'Alger, en espérant la victoire de l'USMA d'Alger. Sur cette Coupe de la Confédération africaine de football et que l'USMA entre dans l'histoire et qu'un club algérien aille sur la plus haute marche du podium. Quel va être le programme? Vous partez jeudi pour déjà prendre vos repères à Dar es Salaam? Bien sûr. On a repris aujourd'hui. On a aujourd'hui, demain, après-demain, puisque jeudi c'est le départ. Arrivé tard le jeudi, donc on aura vendredi, on s'entraîne. Aussi le samedi. Sur le terrain principal. Et vous jouez dimanche? Et dimanche, c'est le match. C'est suffisant, 3 jours? Oui, largement suffisant. Largement suffisant? Ouais. Vous partez à Dar es Salaam, vous allez jouer Young Africans. Cette équipe de Young Africans, vous le dites, on la connaît, on sait la force de l'USMA d'Alger. En un mot, je ne vais pas vous demander de détails tactiques de l'USMA d'Alger cette saison. Parce que quand vous êtes arrivé, l'USMA n'était pas au mieux. Je tiens à le rappeler. Pour vous, vous attendiez un tel parcours? Sincèrement? Sincèrement, au départ, non. Parce qu'on avait des difficultés. Si vous vous souvenez bien, on était à moins de 9 ou 10 joueurs qui étaient en équipe nationale. Donc, on a fait la préparation sans les internationaux. Après, ils sont revenus 3 jours après, avant un match. Donc, ça nous a un peu perturbés. Mais par la force des matchs,
Donc l'équipe a retrouvé ses repères. Le coach a mis en place... Il y a plus de sérénité aujourd'hui que par rapport au début? Tout à fait, il y a un plus de sérénité. Vous le sentez? Ah oui, oui. Les joueurs sont plus libérés? C'est par rapport à cette compétition. Les joueurs sont plus libérés aujourd'hui? Bien sûr, ils sont libérés, ils sont prêts à... Vous sentez de la joie à l'entraînement? Tout à fait. On sent la joie, on sent décider. Ils sont là pour faire quelque chose le 28 et le 3, Inch'Allah. Le 28 et le 3, ça sera au stade du 5 juillet, bien évidemment. Vous ne quittez pas le 5 juillet. Non, non. Très bien. Oui, mais vous réussissez le 5 juillet. Je me rappelle qu'en 2015, il y avait tout un débat entre on va au 5 juillet. Omar Hamadi n'avait pas réussi ce jour. Il y a le 5 juillet, il y a l'apport du public. Il faut jamais l'oublier parce qu'ils ont été derrière, ils ont été tout le temps derrière nous, dès l'entame du match jusqu'à la fin. Ils étaient formidables le jour du match, sincèrement. Très bien. Ça, c'était la Coupe d'Afrique. L'autre événement, il s'est déroulé en Algérie, c'est le Sénégal. Le Sénégal chez les U17 qui a tout gagné. Le Sénégal, c'est le premier pays africain sur une saison à avoir tout gagné. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations chez les seniors. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations des U20. Ils ont gagné le beach soccer. Ils ont gagné cette Coupe d'Afrique des Nations des U... Ils ont tout gagné, les Sénégalais. Victoire en finale face au Maroc, 2-1. Qu'est-ce que vous dites en parlant de cette réussite sénégalaise? La réussite, elle est là. Et on aura avec nous Madame Fatoumata Diane, qui sera avec nous à partir de Dakar. Il y a aussi les U20 qui sont... Les U20 également. Ils sont Coupe du Monde, ouais, en Argentine. Oui, tout à fait. Donc ils dominent sincèrement, les Sénégalais actuellement... C'est le premier pays africain à avoir fait ça. Oui, domine l'Afrique, hein, donc il faut le reconnaître, hein, sur tous les plans, hein, toutes catégories confondues. Très bien. Fatoumata est avec nous. Fatoumata, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Merci d'être avec nous. Félicitations, Fatoumata. Merci, c'est avec plaisir. Mais le Sénégal est en train d'écrire, les Sénégalais sont en train de dominer l'Afrique. 5 titres remportés par les Sénégalais, c'est du jamais vu sur le continent. Oui, du jamais vu, c'est quelque chose d'inédit. On a regardé dans les annales de l'histoire du football africain, mais je pense que nous sommes la première nation à avoir 5 CAN organisées par la CAF. Je vous le confirme, vous êtes donc ces titres-là. Je vous le confirme, vous êtes la seule nation à avoir gagné tout ça. D'ailleurs, ça vous donne le sourire et ça vous donne de la joie. Et je vous comprends. Et on la partage. Alors, oui, merci. Fatoumata, le secret sénégalais, le secret de la réussite, le secret de cette réussite. Mais je sais que c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que c'est à la base avec des formateurs, également des académies de football, des écoles de formation qui font dans le football et qui prennent les enfants très très tôt. Et je pense que quand un enfant a 8 ans, 7 ans, 10 ans pour intégrer une école de foot et qu'il y a là-bas toute la base qu'il lui faut pour être un grand joueur, je pense que ça, c'est vraiment être au début de la formation du jeune. Et aujourd'hui, le Sénégal a beaucoup de centres de formation. Et bien sûr, on a des formateurs de qualité, puisque la direction technique nationale est à la tête Maya Sinmar, qui est un instructeur FIFA, mais également qui est quelqu'un de très organisé par rapport à tout ce qui est planning de formation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine où nous venons juste de commencer à récolter les fruits, puisque c'est un travail qu'on a mis en place depuis plus d'une décennie. Fatoumata, vous parlez des académies, bien évidemment la plus célèbre, Génération Foot avec Sadio Mané, mais Génération... Et Jambar, voilà, j'arrive. Dakar Sacré-Cœur. Très bien, vous en avez parlé, mais quand je dis Génération Foot, qu'on retrouve des joueurs avec l'équipe première, avec la sélection nationale A, on retrouve des joueurs qui étaient à la CHAN, il y en avait au championnat d'Afrique, il y en avait 4, on retrouve des joueurs également chez les U20 et chez les U17, vous avez parlé de Diambar, vous avez parlé de Sacré-Cœur, c'est tout ça. Aujourd'hui, les Sénégalais, la première chose qui a été réalisée par la direction technique, c'est de dire on va sur des académies, formons déjà des joueurs. Exactement, je pense que c'est là où on a fait un pari gagnant, c'est-à-dire essayer de valoriser ces académies-là, de créer une belle formation, une bonne formation à la base, mais surtout à tous les niveaux de jeu. C'est-à-dire qu'il y a des gardiens spécialisés pour les gardiens, il y a des défenseurs qui forment les défenseurs, mais également des attaquants pour les attaquants. Et puis maintenant, il y a le formateur en chef qui supervise tout cela
pour que l'enfant donc réponde à toutes les attentes qu'on lui demande par rapport à son compartiment de jeu. Je pense qu'avec ça, on ne peut qu'avoir de bons résultats, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut commencer très tôt avec les jeunes, et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal l'a compris. C'est pourquoi on en redemande encore des centres qui vont nous aider à avoir plus de jeunes formés, plus de jeunes qui vont peut-être avoir des performances et aller plus loin, comme Sadio Mané, comme Idrissa Gana Gueye, comme Cheikhou Kouyaté, qui viennent également des écoles de formation. Alors les Sénégalais, eux, ils ont choisi de miser sur les académies et sur les centres de formation, contrairement aux autres nations africaines qui ont choisi de donner des moyens aux clubs pour qu'ils brillent sur les compétitions africaines, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des Sénégalais. Oui, nous, sur ce plan-là, je pense que c'est ce qu'il nous reste à affirmer, puisque aujourd'hui, on a besoin également d'avoir nos clubs pour être donc dans le championnat d'Afrique des clubs. Je pense que également c'est un challenge, et je pense que ça va venir puisque les joueurs locaux qui ont remporté le CHAN évoluent également dans des grands clubs. Et je pense qu'aujourd'hui, ces clubs-là, on a besoin qu'ils aillent aussi loin que possible. Malheureusement, c'était Génération Foot qui était en liste, mais on l'a battu en demi-finale. Finalement, il ne va pas participer au dernier carré. Mais ce qu'on va retenir, c'est que le travail est en train d'être fait. Et bien sûr, les dirigeants du sport sont en train également de voir comment régler ce problème-là, puisque pour nous, c'est le seul qui nous reste d'être avec le championnat d'Afrique en club. Qu'est-ce qui manque au club? Il leur manque des moyens? Oui, il y a des clubs où il manque des moyens. Il y a également des clubs qui sont toujours dans le traditionnalisme. C'est pas mauvais, mais c'est que maintenant, le sport a tellement évolué que même ces clubs ont besoin d'être changés, d'être mutés en centre de formation pour avoir les résultats escomptés. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire avec ces clubs, c'est non seulement d'y mettre les moyens, mais le président de la République, Macky Sall, qui aime beaucoup le sport, a donné des instructions pour que les dirigeants réfléchissent à comment faire évoluer les clubs au Sénégal. Et je pense qu'ils vont s'y mettre et que dans quelques semaines ou dans quelques mois, on aura des programmes, des projets qui vont aider donc à faire grandir les clubs, même si pour l'instant, les académies sont toujours devant. Je terminerai par cette question, Fatoumata. Moi, je me réjouis aujourd'hui de voir le Sénégal et d'autres pays africains se reposer sur la ressource africaine. Il y a eu un transfert de technologie qui est fait, et aujourd'hui, ce sont les techniciens sénégalais qui ont pris en main les sélections. Effectivement, c'est vrai. Je pense que ça, c'est toute l'Afrique. On a vu Regragui, on a vu également Belmadi. Je pense que ça, on en a besoin d'avoir des techniciens qui nous viennent d'Afrique pour pouvoir donc valoriser ceux qui sont donc dans le football, mais également qui sont des fils du pays. Et je pense que pour ça, on a besoin d'eux parce qu'ils comprennent plus les réalités de nos pays. Ils peuvent parler à leurs jeunes frères, à leurs jeunes neveux et leur dire comment ça se passe. Et je pense qu'il y a des valeurs que nous seuls, nous savons communiquer à nos jeunes. Et je pense que c'est important qu'on ait des dirigeants du football, surtout des entraîneurs, des formateurs qui nous viennent du continent. Et ça ne fait que grandir encore notre estime, notre valeur et surtout faire valoir ce que nous savons, c'est-à-dire les compétences des dirigeants africains et aussi des entraîneurs africains. Fatoumata, félicitations également au Lion de la Teranga, tout âge confondu, pour cette brillante saison, je le rappelle. Merci beaucoup. Et vous, je vous remercie parce que l'Algérie, c'est un pays de football. Et non seulement ça, mais vous êtes un peuple accueillant, mais un peuple qui sait organiser des grands événements. Et à chaque fois qu'on a une compétition là-bas, je pense que toute l'Afrique est pressée d'aller là-bas, tellement vous accueillez bien les gens et tellement l'organisation, elle est belle. Et nous tenons également à vous féliciter. Et bien sûr, même notre président de la République, en recevant les moins de 17 ans, a félicité votre pays qui a bien organisé cet événement. Fatoumata, on espère qu'on se retrouvera en 2025 à Alger pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, on attendra le mois de juillet prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir aussi également pour moi. Merci. Et je salue toute l'Algérie, tous mes amis d'Annaba, tous mes amis d'Alger. Et puis voilà, je dis à tout le monde, Sarah. Voilà, merci à vous. Merci également. Merci Fatoumata et bonne soirée. La Coupe d'Afrique des Nations, l'objectif pour notre équipe nationale,
c'était d'aller chercher une place dans le dernier carré. Raté. Vous êtes passé par les sélections. Quand on voit aujourd'hui l'exemple sénégalais, et je dis, ils ont fait l'inverse, ils ont dit on va sur les académies, l'investissement au niveau des académies, de la formation. Quand aujourd'hui on voit chez nous en termes de formation, qu'est-ce que vous dites, vous qui êtes passé par les sélections? Il y a un gros manque? Ah, c'est clair, il y a un gros manque. C'est vrai. Ça, c'est le constat. Ouais. Il est clair. Ah, Il y a un manque. Responsabilité des clubs? Bien sûr, bien sûr. Les clubs, il faut former au niveau des clubs. Hein. Il faut former au niveau des clubs. Parce que ça passe impérativement par les clubs. Il faut que les clubs travaillent à la base. Sinon... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Non. Actuellement, vraiment? Non, parce que... Est-ce qu'on a déjà les formateurs? Les formateurs, n'est pas qui veut formateur. Bien sûr, il y en a. Parce que je dis, il ne suffit pas d'avoir été ancien joueur, d'avoir un premier degré. Non. Il y a des formateurs, mais ils sont quoi? Ils sont pas. Ça, ils les ont mis de côté. Voilà. Citez-moi quelqu'un qui a été mis de côté. Il y en a, mais je ne cite pas les noms. Mais il y en a qui sont. C'est des compétences, mais ils ne sont pas là parce que. J'en connais pas. Moi, vous me dites ça, moi vous m'étonnez. Non, ça c'est personnel. Je sais. Très bien. Mais le problème, c'est le travail à la base. Il ne se fait pas bien. Moi, là, on était en sélection. Le problème, elle vient de dire la dame, que c'est à l'éveil. C'est 7 ans, 8 ans. 7 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, la durée de la formation, elle est de 12 ans à 14 ans. C'est immense. C'est chaque étape et sa spécificité. Donc, demain, on a, à 22 ans, 21 ans, on a un produit fini. Mais ce n'est pas le cas, on n'a pas ça. Les Sénégalais, ils ont Génération Foot. Il n'y a pas que Génération Foot. Hein. Oui, il y a pas que Génération Foot, Sacré-Cœur. Ils ont plusieurs centres de formation. Et partenariat avec FC Metz et Lyon. Donc il ne faut pas oublier ça aussi. Ils sont là, ils sont aidés par les... Aujourd'hui, le seul modèle chez nous en termes de formation, c'est le Parado Athletic Club? Oui, c'est le Parado. Actuellement, derrière le Parado, il n'y a personne. Pourquoi vous avez la JS Saoura qui a monté son centre de formation. Sétif l'a fait à un moment donné, mais là, ils sont un peu dans le creux de la vague. En termes de formation, ils ont une superbe génération. Même la continuité. Voilà. On n'a pas ça. Le Parado a fait dans la continuité. Donc, il a assez donné à l'équipe nationale. Il a fait le travail qu'il fallait faire. Mais les autres, je ne vois pas jusqu'à présent. On n'a pas vu. Il y a des bons joueurs, il y a des bons jeunes. Il y a du potentiel. Produit brut, on l'a. Le produit brut, on l'a. Maman, le joueur de demain se forme chez les jeunes. Chez les jeunes, il faut qu'il passe par le passage obligatoire. On attend le programme de la DTN. On attend ce que propose la DTN. Pour le moment, moi, je ne vois rien arriver. Ça parle beaucoup, ça dit, il y a des intentions, mais on ne voit rien arriver. On attendra pour voir. Il y a les centres qui sont là. Maintenant, on a l'exemple du Sénégal. C'est l'exemple à suivre. Hein, c'est un exemple à suivre, voilà. Très bien. On va aller sur la Champions League africaine. La Champions League africaine, Wydad de Casablanca, détenteur du trophée, face au Ahly du Caire. Le Ahly qu'on pensait avoir perdu. Ils sont qualifiés grâce à un pénalty raté par le joueur de Hilal Omdurman. Tout à fait. Vous imaginez quel parcours? Tout à fait. Maman, c'est la 10e, non, plus. Ils ont 10 titres. Oui. En Champions League. Je parle de l'Ahly, 10. C'est la meilleure équipe du continent. Voilà, donc... et ces deux clubs se retrouvent pour la 3e fois en finale. C'est chaque année, le Wydad et le Wydad, Raja, l'Ahly, chaque année ils sont là. Chaque année, ils sont présents. C'est pas par hasard. Qu'est-ce qui manque à nos clubs pour aller chercher on est parti. Personnellement, je suis parti à Casa parce qu'on a joué l'USMA en 2018. Le Raja a son centre de formation et le Wydad. Mais au-delà, qu'est-ce qui manque au-delà du centre de formation? Qu'est-ce qui manque à nos clubs? Moi, j'ai discuté avec des entraîneurs qui me disent mais attendez, mais vous ne pouvez pas aller gagner la Champions League, les clubs algériens, pour la simple raison. Vous prenez seulement 2 étrangers. Les étrangers que vous prenez, ce n'est pas les meilleurs. Vous devez ouvrir encore plus sur les étrangers. Qu'est-ce que vous dites? Voilà, c'est entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Il faut, pas tout le monde. Mais on ne ramène pas les meilleurs étrangers. Non, maintenant, si on veut, on a un projet. Si on veut gagner la Champions League, il faut ramener les meilleurs. Il faut investir.
et le retour d'investissement. Et demain, il est là. Donc, le problème chez nous, on est bloqué. On ne veut pas libérer, par exemple, le choix de ramener plus de 2 joueurs. Par exemple, on donne l'accord aux clubs qui participent à la Champions League. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Très bien, donc vous dites ouverture pour les joueurs, plus de joueurs étrangers dans le championnat, dans les grands clubs, ce qu'on appelle les locomotives ou les joueurs engagés sur les compétitions africaines. Voilà. C'est ce que vous dites pour pouvoir aller chercher, titiller les grands du continent. Chaque année, ils sont là, chaque année, ils sont présents. D'autant plus que la dotation aujourd'hui, elle a changé. En Champions League africaine, elle passe à 4 millions de dollars. Et en Coupe de la Confédération africaine de football, elle passe à 2 millions de dollars. Ajoutez à cela une participation à la Coupe du monde des clubs, qui change également. Pour ces clubs-là, c'est un objectif. Chaque année, c'est un objectif. Ou en finale, ou ils la gagnent. Voilà, c'est comme ça. Et qui vous voyez gagner la Coupe? Sur un seul match, je rappelle. Sur un seul match? C'est la Champions League africaine se joue sur un seul match. Ça va être difficile entre 2 bonnes équipes, sincèrement. C'est difficile de Mamelodi Sundowns n'a pas démérité. Voilà. Ils ont mené 2 fois au score contre le Wydad. Et le Wydad est revenu. Non, maman, le 0-0 chez eux. Oui. Il ne les a pas démoralisés. C'est pour ça que je vous dis que le 0-0 est un score piège. Bien sûr, ils sont partis en Afrique du Sud, ils ont ramené la qualif, ils sont revenus. Hein. Mais sur ce que j'ai vu sur cette édition, la plus belle équipe, c'est Mamelodi Sundowns. C'est les Brésiliens du continent. Ils se sont fait éliminer. Oui, après, le résultat est là. Ils n'ont pas perdu, mais ils ont été éliminés. Voilà. J'espère que la Confédération africaine de football va nous enlever la règle du but à l'extérieur en cas d'égalité. Ouais. L'UEFA l'a fait. Pourquoi pas la Confédération africaine de football? Allez, on va aller sur la Champions League africaine. Mahrez peut tout gagner cette saison. Il peut, la européenne, pardon. Il peut tout gagner, parce qu'on était sur l'africaine. Il peut tout gagner. Il peut gagner un triplé historique. Déjà, il a gagné son 5e titre. La finale mettra aux prises l'Inter, vainqueur de la Champions League en 2010, face à Manchester City de Guardiola, qui rêve d'un couronnement européen. Salah Faisal. Fondé en 1894, Manchester City a remporté son premier titre majeur, la FA Cup, en 1904. Les Citizens ont dû beaucoup attendre afin de voir leur club régner sur l'Angleterre et devenir l'un des meilleurs clubs du royaume et peut-être du monde. Tout cela a débuté en 2008. Un investissement émirati changera le cours de l'histoire du club à jamais. Des stars et des icônes mondiales ont porté le maillot bleu ciel. Tevez, Agüero, Kompany, Joe Hart, l'Ivoirien Yaya Touré, Silva ou encore Samir Nasri. La politique des nouveaux propriétaires du club a fini par payer. En 2012, Man City remporte pour la première fois de son histoire la Premier League et commence à écrire une nouvelle page du football anglais. En 2023, célébration des 20 ans de l'Etihad Stadium, forteresse des Sky Blues, pourrait être magique et plein d'étoiles. En 2023, les Mancuniens ont célébré dimanche leur 9e titre de championnat d'Angleterre, leur 7e titre de Premier League, le 5e sous l'ère Pep Guardiola, le 3e consécutif. City est seulement le 5e club de l'histoire du football anglais à remporter 3 titres d'affilée. Après Huddersfield Town 1924-1926, Arsenal 1933-1935, Liverpool 1982-1984 et Manchester United a réalisé l'exploit de reprise 1999-2001, 2007-2009. Riyad Mahrez est également 5 fois vainqueur de championnat. Le premier joueur africain à atteindre cette barre après avoir remporté un titre avec le promu cette année-là, Leicester, et 4 autres avec City. Entre Pep Guardiola et les Sky Blues, la magie semble avoir opéré. L'architecte des sacres de City est très respecté par ses supporters. Il rêve d'un triplé cette année. Le mois de juin sera décisif. Une finale de la FA Cup face à l'éternel rival de Manchester United le 3 juin. Et une finale de Ligue des Champions face à l'Inter à Istanbul le 10 juin. Guardiola a déjà réalisé le triplé lors de la première saison en tant qu'entraîneur en 2008-2009 sur le banc du FC Barcelone. Les vainqueurs écrivent l'histoire. Les coéquipiers d'Erling Haaland veulent aussi en faire partie de cette conquête européenne. Y aura-t-il de la résistance? Seuls les jours qui viennent nous le diront. Pep Guardiola, meilleur entraîneur de tous les temps, il aura marqué le football mondial. À chaque... Au-delà des titres, le jeu, cette philosophie, ce système, la manière d'entraîner. Un entraîneur, c'est les titres. Hein, vous savez, quand il arrive dans un club, c'est les joueurs qui racontent, il arrive dans un club, première réunion, quand il arrive à City, qu'est-ce qu'il dit aux joueurs? Il les regarde, et vous savez, vous êtes tous en surpoids.
Vous voyez mon doigt, je veux des joueurs comme ça, aussi fins que ça. Et vous devez, si vous n'atteignez pas le poids que je vous demande, vous ne jouez pas. La preuve, donc, cela veut dire que s'ils sont là, ce n'est pas par hasard, ils vont jouer 3 finales. Hein. Ils vont jouer le championnat. Oui, ça, ok. Mais regardez ce qu'il fait en championnat, 3 titres de suite. C'est le deuxième club depuis la création de la Première Ligue. Depuis la création de la Première Ligue après Manchester United. Mais également partir sur un triplé historique, il peut tout gagner. Bon, c'est pas encore fait, mais c'est un triplé. Il a déjà atteint la finale. Il a déjà atteint la finale où il avait été battu par Chelsea. Il a perdu. Et des fois, Guardiola, il vous fait des changements comme ça. Voilà, rappelez-vous que cette finale contre Chelsea, il veut innover, bon. Ah ouais, il se prend les pieds dans le tapis. Mais je pense qu'avec City, je pense qu'il est bien Mahrez également, 5 titres. Le premier avec Leicester. Mahrez, il a été patient. Il a été patient. Il a quand même fait des grands matchs. Mais n'empêche que le coach fait toujours des turnovers. Il faut regarder les stats de Mahrez parce qu'on a l'impression qu'il ne joue pas, mais il joue. Hein. Bien sûr. Il joue, il fait tourner l'équipe et il joue. Il a du temps de jeu. Non, il a joué. Il a du temps de jeu. Il a joué. Même que lorsqu'il rentre, il fait beaucoup de belles choses. C'est un garçon qui a la relation ballon-joueur. Il est excellent. Sincèrement, il est excellent. Donc, on peut pas nier que c'est un joueur d'exception. Ça, c'est clair. 3e titre de suite, 5e pour Riyad Mahrez. Un vainqueur pour la finale qui vous voyez le 10 juin prochain, Inter City. C'est un match à 2 styles différents. L'Inter de Milan. L'Inter, c'est un style à l'ancienne. Tout à fait. C'est la défense. Vous dites défense, moi je dis c'est un milieu royal. Vous avez vu ce milieu? Comment est-ce qu'il arrive dans la récupération, il arrive à se projeter? C'est on alterne entre jeu long, jeu court. Et puis les milieux, comment est-ce qu'ils tout de suite se projettent devant? Oui, ils ont en plus de ça. Et de la qualité et un banc. La qualité, voilà. La profondeur du banc, en face, on n'a plus à présenter. C'est des stars, c'est des joueurs qui peuvent faire la décision à n'importe quel moment. Allez, des hauts et des bas. On va terminer l'émission avec des hauts et des bas consacrés aujourd'hui au racisme. La Liga a perdu sa brillance, la Liga a perdu ses stars, mais le plus important c'est que la Liga cette saison a perdu le respect des Brésiliens. Son image se salit devant le monde entier. La Liga est devenue l'environnement idéal pour les racistes. Le respect de l'autre n'est plus garanti dans les terrains espagnols. Le week-end sportif a été marqué par des nouvelles insultes racistes à l'égard de Vinicius Junior, face à Valence, au Mestalla ce dimanche. Ceci est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'international brésilien a reçu le soutien de son président brésilien Da Silva Lula, qui a évoqué l'affaire en conférence de presse lundi à l'issue du sommet du G7 à Hiroshima, au Japon. Je voudrais commencer cette interview en exprimant ma solidarité à un joueur brésilien, un joueur noir qui joue au Real Madrid et qui a été fortement attaqué au stade de Valence, étant appelé « singe ». Ce n'est pas possible. Au XXIe siècle, le racisme devient plus fort dans de nombreux stades de football. Vinicius Junior, expulsé de la partie face à Valence, a réagi sur son compte Instagram en publiant un message fort. Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. Je suis vraiment triste. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes. Désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes. Le président de la Liga, Javier Tebas, répond à Vinicius et rajoute une couche. Ni l'Espagne, ni la Liga ne sont racistes. C'est très injuste de dire ça. La polémique a suscité une réaction de la fédération espagnole, dont le président. Nous avons un problème. Nous devons d'abord reconnaître que dans tout notre pays, nous avons un problème de comportement, d'éducation, de racisme. Tant qu'il y a un seul fan, un seul indésirable, ou un groupe d'indésirables qui lance des insultes. À Madrid, Vinicius a le soutien total du club. Il disait singe, pas stupide. L'arbitre a arrêté le jeu pour lancer les protocoles de racisme. Si un stade chante stupide, alors vous n'avez pas besoin de lancer les protocoles.
Florentino Pérez a rencontré lundi le joueur pour lui exprimer son soutien et l'informer des actions que le club va mener. La direction a déposé une plainte auprès du parquet espagnol. Vinicius n'est pas la première victime des actes racistes, mais on espère qu'il soit le dernier. Vinicius n'est pas seul dans ce combat. Évidemment qu'on condamne. Que dit l'entraîneur que vous êtes, Khalid Miti? Ah oui, c'est clair, on condamne ces agissements. On ne connaît pas l'Espagne de cette façon-là, parce que les Espagnols sont... Il l'a bien dit, Vinicius, c'était le championnat de Messi, de Ronaldo, Voilà. des grands qui ont marqué, de Cruyff également. Ouais. Avoir de tels comportements dans les stades. Ça ne mérite pas. Ces joueurs-là ne méritent pas, surtout les Vinicius. Très bien. Vous dites, eh bien, les racistes n'ont rien à faire partout dans le monde, mais dans un stade également. Ouais. Merci Khalid Zamiti. On vous souhaite bon vent. Vous quittez Alger ce jeudi, direction Dar es Salaam. Merci d'avoir été avec nous, nous avoir suivis. Je salue toute l'équipe technique. Merci de nous avoir accompagnés. Bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.